Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Royaume d'Ain. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le gameplay global ainsi que les principales mécaniques du jeu Beast Slayers. C'est un jeu qui peut se jouer en coop, en versus ou seul, mais peu importe le mode choisi, les mécaniques et les règles restent les mêmes. J'ai devant moi un de nos prototypes que je vais utiliser pour cette démo et je vais vous faire une initiation en solo. Revenons par contre au jeu. Dans Beast Slayers, chaque joueur choisit un héros parmi les 25 disponibles. Pour cette démo, j'ai choisi Chandi. Mais regardons la carte de plus près. Nous avons ici le nom du héros, sa race et sa provenance. Les cartes héros ont ensuite plusieurs caractéristiques importantes, y compris les points de pouvoir. Cette caractéristique va permettre aux joueurs de jouer des cartes aventure, des compétences et représente le pouvoir et l'endurance du personnage. Ensuite, nous avons les points de vitalité, ou PV. Cette caractéristique indique le montant total de blessures que peut encaisser ce héros avant de succomber. Notez que ces chiffres représentent le total maximum de points de vitalité et de pouvoir du héros et ne peuvent pas être dépassés sauf avec certaines cartes équipement qui vous permettront de les augmenter. Mais ça, on verra plus tard. Ensuite, nous avons la capacité spéciale du héros qui est unique à chaque personnage et qui est actif tout au long de la partie. Ensuite, on doit choisir une classe parmi les 6 disponibles. Pour cette partie, j'ai choisi le Ranger. Chaque classe vient avec une carte représentative et 4 compétences. Mais regardons d'abord la carte récapitulative. Sur cette carte, nous trouvons le nom et la classe ainsi que la description. Puis, nous avons les spécialisations et les restrictions que vont apporter cette classe au héros. Les spécialisations sont des bonus que vous allez recevoir et les restrictions vont contraindre le héros. Si je regarde bien le Ranger, je gagne un bonus d'attaque avec toutes les armes à distance et je peux garder une carte voyage supplémentaire à la fin du tour. Mais par contre, je ne peux pas équiper mon héros avec des armures lourdes, d'où le petit point rouge en bas. On expliquera ça quand on regardera justement l'équipement. Ensuite, comme expliqué, chaque classe vient avec 4 cartes de compétences qui ont un coût allant de 1 à 4. Ces cartes peuvent être jouées à tout moment pendant la partie, tant que le coût d'utilisation est payé. Pour utiliser ces compétences, on les paye en défaussant un nombre de tokens pouvoir égal à son coût indiqué ici en haut de la carte. Alors, maintenant que je viens de vous expliquer comment marchent les compétences et comment les payer, on va tout simplement prendre nos points de pouvoir de départ. Comme nous sommes au début de la partie, je vais en prendre jusqu'à mon maximum indiqué sur la carte de mon personnage. Donc pour Candy, j'en prends 9. Donc voilà, donc j'en prends 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 5, 4, ça nous fait 9. Tac. Donc 5 et voilà. Donc ça y est, je suis maintenant prêt avec mon pouvoir de départ. Je vais maintenant simuler l'utilisation d'une compétence en la payant. Donc, je vais jouer mon œil de faucon pour 3 points de pouvoir en défaussant les tokens comme ça. Tac. Et ensuite, j'applique l'effet écrit sur la carte. Dès qu'une compétence a été utilisée, on la retourne et on ne peut plus s'en servir durant ce tour. On la récupérera lors de la phase d'organisation, comme je vous expliquerai plus tard. Alors voilà, nous sommes enfin prêts pour aller au marché pour acheter notre équipement de départ. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 5 pièces d'or pour aller faire ses achats. Lors de votre première partie, je vous conseille de bien lire votre carte de classe, car elle va vraiment vous guider sur votre choix d'armes et d'équipements. Par exemple, le ranger, lui, reçoit des bonus avec des armes à distance. Donc je vais probablement aller chercher un arc pour débuter. Je remarque aussi, en regardant mes restrictions, que je ne peux pas équiper d'armure rouge. C'est important de se rappeler de ça pour éviter les erreurs. On prend ensuite les cartes d'équipement de base, que l'on peut reconnaître de par le petit diamant blanc en haut de la carte ici. Alors, avant de commencer nos achats, je vais vous présenter les différents types d'armes et d'armures que nous avons dans le jeu. Je vais vous en sortir une de chaque pour que vous compreniez un petit peu mieux les différents types. Alors voilà, tac, tac, voilà, ça y est. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un héros peut équiper jusqu'à 2 armes
à une main ou une arme à 2 mains ou à distance. Concernant les armes, nous en avons 4 types. Les armes à une main, reconnaissables de par la petite main dans l'icône, les armes à 2 mains, avec les 2 petites mains ici, les armes à distance, avec la petite flèche que nous voyons là, et les armes hybrides, qui elles peuvent s'équiper soit à une main ou soit à 2 mains. On les reconnaît de par leur bordure dorée et leurs symboles coupés. Ces armes peuvent être combinées avec une arme à une main, mais dans ce cas, uniquement l'effet du haut sera utilisé. En revanche, si l'arme est équipée à 2 mains, on combine les 2 effets sur la carte. Ensuite, nous avons le petit code couleur que nous pouvons voir sur chaque carte équipement. Cette couleur représente la maniabilité de l'équipement et c'est cette couleur qui est prise en compte quand on applique les restrictions de chaque classe. Si on décortique chaque couleur, on voit que le marron clair ou le beige représente des équipements très légers que tout le monde peut porter. Les équipements bleus sont très maniables et les armes bleues peuvent être utilisées par tous. Mais les armures sont plus lourdes et restreignent donc certaines classes comme le mage ou le barbare. Les équipements verts représentent uniquement les armes à distance. Et les équipements rouges, qui sont bien plus lourdes et difficiles à manier, requièrent une certaine maîtrise pour les utiliser. C'est pour ça qu'il est important de bien regarder sa carte de classe pour voir quel type d'équipement le héros pourra porter et utiliser tout au long de la partie. Donc si je reprends mon ranger, on remarque que je suis restreint de porter des armures rouges, donc lourdes. En revanche, mes spécialisations m'indiquent que je reçois un bonus d'attaque lorsque j'équipe une arme verte, pardon, donc à distance. Mais revenons maintenant à nos emplettes. Au début du jeu, chaque joueur reçoit 5 pièces d'or pour aller s'acheter de l'équipement au marché. On prend donc les cartes avec le petit diamant blanc en haut, comme ça, et après avoir regardé ma carte de ranger, je sais que je suis un maître des armes à distance. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas s'acheter un arc. Donc je vais m'en prendre un. Tac, tac, voilà. Hop, je le prends et je le place à côté de mon personnage comme ça. Je paye ensuite le coût de 3 pièces d'or, comme ceci. Voilà. Et je continue mes courses. Voilà. Je vais maintenant me prendre un peu de défense et opter pour une armure en lanière de cuir pour 2 pièces d'or. Voilà. Donc maintenant, je suis à vide. Je regarde ensuite mon équipement et je vais me focaliser sur la pièce d'armure. On regardera l'arme ensemble plus tard lors du combat. Comme ça sera plus facile pour vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Mais revenons justement à cette pièce d'armure que je viens de m'acheter. Donc cette armure, si je la regarde bien, elle augmente mes points de vitalité maximum de 1, me faisant passer donc de 7 points de vitalité à 8. Ceci est une des cartes qui permet d'augmenter une des caractéristiques maximum du héros. Et en l'occurrence, cette pièce est pas mal pour Chandi, qui est un personnage qui n'a pas un grand nombre de points de vie. Donc ça sera assez utile pour la renforcer. Je suis maintenant fin prêt à aller me chercher un contrat au tableau de chasse. Dans une partie normale, on sort un certain nombre de contrats égal au nombre de joueurs plus 2. Mais pour cette initiation, je vais simplement prendre le premier venu et vous le préparer. Tout d'abord, chaque contrat vient avec une destination qu'il faudra atteindre pour trouver le monstre qui s'y cache et bien sûr le tuer. Donc je vais prendre le premier contrat, hop, que je vais étaler là devant moi, tac. Ensuite, j'y attache une destination que je glisse en dessous du contrat comme ça, mais juste assez haut pour pouvoir voir le trajet. Et ensuite, j'y assigne un monstre que lui, je glisse en dessous de la destination. Ceci est maintenant ce qu'on peut appeler la structure d'un contrat. Maintenant, je vais préparer ma main de départ. À ce moment, tous les joueurs reçoivent 4 cartes aventure et 3 cartes voyage. Il faut savoir que cette étape se passe avant que tous les joueurs ne choisissent leur contrat, car vous allez peut-être avoir une main de départ qui va vous orienter vers un contrat spécifique. Par exemple, si vous aviez reçu des forêts ou des ruines, vous choisiriez plutôt une destination avec ces sites dans son trajet.
Si vous aviez reçu peut-être aussi des cartes aventures, vous permettant de terrasser un type de monstre plus facilement, vous opteriez peut-être justement plus pour un contrat, avec lequel on a ce type de monstre. Dans Beast Slayers, c'est très important de bien connaître ces cartes. Ça vous aidera beaucoup tout au long du jeu et surtout, en tout cas au début, à bien choisir votre contrat. En tout cas votre premier contrat. Alors maintenant que je suis prêt, je vais prendre le contrat là qui est devant moi et je vais l'étaler comme ceci. Hop, voilà. Avant de regarder le contrat, je vais vous présenter les cartes aventures. Si je regarde ma main, je remarque plusieurs types de cartes. Ces cartes sont un peu comme des cartes de stratégie qui vont vous aider tout au long de la partie. Mais vous allez aussi pouvoir embêter un peu vos adversaires avec. Il faut savoir qu'il y a quatre types de cartes aventures dans Beast Slayers. Les bleus représentent des événements ou des cartes stratégiques qui vont vous aider et elles peuvent être jouées lors de votre tour. Vous avez aussi les cartes vertes qui, elles, représentent des objets à usage unique et celles-ci aussi peuvent être jouées lors de votre tour. Les rouges, par contre, représentent des interruptions qui, comme vous l'aurez bien sûr deviné, se jouent lors des tours de vos adversaires pour contrecarrer leur plan. Et la dernière sorte sont les cartes de quête qui peuvent être jouées lors de la phase de voyage. Alors, pour utiliser une carte aventure, vous devez tout simplement payer le coût en token de pouvoir, comme on peut le voir ici. Et ensuite, vous appliquez l'effet de la carte. Le texte en dessous, ici, représente le lore de la carte et n'a aucun effet dans le jeu. Pour les cartes voyage, par contre, je vous les montrerai lors de la phase de voyage. Alors, regardons la carte contrat de plus près. Elle se compose de plusieurs choses. Tout d'abord, ici en haut, la région dans laquelle elle se trouve. Ensuite, son titre et l'histoire. Puis ensuite, en dessous, les règles spéciales dans le cas échéant. Alors attendez, bougez pas, je vais juste essayer de regarder si je peux en trouver une avec des règles spéciales pour vous montrer. Tac, voilà. Ah, voilà, ça y est, j'en ai une. Voilà, ici. Là, on voit les règles spéciales en rouge écrit en dessous. Comme ça, là, effectivement, c'est ça ce qui spécifie s'il y a des règles spéciales qui vont, soit, augmenter des caractéristiques du monstre, soit avoir des règles de placement spéciales et cetera et cetera. En l'occurrence, pour cette initiation, je vais vraiment utiliser un contrat, pardon, classique. Donc je vais reposer celle-là comme ça. Tac, voilà. Ensuite, en bas ici, on voit les récompenses que vont apporter ce contrat lorsque nous aurons terrassé le monstre. En termes de jeu, techniquement, cette carte est uniquement là pour vous mettre un peu dans l'ambiance, mais surtout pour vous indiquer la récompense que vous allez recevoir quand vous l'aurez terminé. Alors, maintenant que nous sommes fin prêts, nous allons pouvoir commencer la partie. Pour ceci, les joueurs vont tour à tour passer par plusieurs phases de jeu que je vais vous présenter tout au long de cette initiation. Au début du jeu, chaque joueur commence par la phase de voyage. Cette phase est forcément la première, car tous les joueurs quittent le village pour aller traquer leur proie. C'est dans cette phase que nous allons voyager à travers le royaume d'Ain pour traquer le monstre décrit dans l'histoire du contrat. Et cela va nous mener à la destination à laquelle elle se trouve. C'est donc maintenant la parfaite opportunité pour moi de vous présenter cette carte. Alors, hop, je la prends et je vous la montre de plus près. Alors, si je regarde bien cette carte, nous avons plusieurs choses, dont le trajet. Cette série de sites que nous voyons ici nous indique le chemin à parcourir pour atteindre notre proie. Les sites qui sont présents ici doivent être mis dans l'ordre pour pouvoir progresser, et on peut en mettre jusqu'à 4 par tour. Certaines cartes aventures ou compétences de classe, comme celle du ranger ici par exemple, nous permettent d'en mettre plus. Mais 4, c'est le maximum que l'on peut mettre dans une phase de voyage classique. Pour placer des sites, nous allons devoir les trouver dans le deck voyage qui est ici. On doit les aligner dans le bon ordre pour pouvoir progresser. Ensuite, ici, nous avons le nom de la destination et la région dans laquelle elle se trouve. Et en dessous, là, la liste des événements peuvent nous arriver lors de notre voyage. Alors, je vous expliquerai plus en détail cette partie lorsque nous y arriverons et lorsque des événements nous arriveront potentiellement lors du lancer de dés. Mais je vous explique ça tout à l'heure.
Et ici en bas, nous avons la lore de la destination. Donc pour tous ceux qui ont envie de la lire, c'est, là pour ça. Ensuite, je vais juste la reposer devant moi et je vais donc commencer ma phase de voyage. Alors, pour ceci, nous devons tout d'abord lancer ce que nous appelons les dés de voyage. Ceci va nous permettre de trouver les fameux sites dont nous avons besoin pour progresser. Alors, on s'excuse par contre pour le look des dés, mais nous sommes en train de finaliser notre choix. À savoir que les dés seront bien sûr gravés et auront un style bien plus approprié à cet univers de dark fantasy que nous avons créé. Mais en attendant, on va juste utiliser ces dés tout simples avec des autocollants, qui feront bien l'affaire pour cette démo. Je rappelle bien sûr que ceci est un prototype et qu'il y aura sûrement encore des changements qui vont se faire d'ici la version finale. Mais revenons donc au jeu. Si je regarde les dés de voyage de plus près, je remarque 4 possibilités. Tout d'abord, nous avons les traces de pas. Ce symbole nous indique que nous pouvons piocher la carte du dessus du deck voyage et la rajouter à notre main. On en pioche bien sûr autant que de symboles pas sur nos dés. Ensuite, nous avons la carte. Ce symbole nous donne le droit d'aller chercher un site de base dans le deck et l'ajouter à notre main. On fait bien sûr de même chaque symbole carte lancée. Alors, pour la carte, je fais référence à un site de base, car il y a aussi des sites spéciaux dans le deck qui vont grandement vous aider lors de votre voyage. Donc, lorsque vous avez ce symbole, vous pouvez uniquement aller chercher un des 6 sites de base disponibles dans le jeu, soit une forêt, soit une plaine, un marais, une montagne, une côte ou une ruine. On remarque sur ces cartes le symbole en haut à gauche qui représente le type du site que l'on peut trouver dans le trajet de notre destination. Mais revenons maintenant au dé. Sur cette face, nous avons une griffe. Ceci représente un événement malencontreux qui peut vous arriver en chemin. Plus vous en lancez, et plus l'événement sera mauvais. Lorsque je lance ce symbole, j'applique l'événement qui correspond au nombre de griffes sur mes dés. On lance chaque tour 3 dés de voyage, donc on peut uniquement en avoir 3 maximum, comme on peut voir ici. Et la dernière face, qui est vide, ceci représente effectivement rien. Voilà. Alors, maintenant que nous connaissons les symboles, nous allons lancer les dés et partir explorer Ain. Donc ça y est, c'est parti. Nous allons enfin pouvoir commencer le phase de voyage. Alors, je prends les 3 dés verts et je les lance une fois. On n'a pas le droit normalement de relancer les dés après, mais on aura quand même certaines cartes aventures ou certaines compétences qui nous permettront de le faire plus tard si jamais il y a besoin. Mais tout d'abord, lançons les dés et regardons ce qui se passe. OK, alors, je viens de lancer une griffe et 2 petits pas. Donc voilà, ça va être effectivement mon premier lancer. Pour l'instant, je ne peux pas lancer quoi que ce soit et donc je dois appliquer effectivement le résultat que j'ai sur les dés. Lorsqu'on applique les résultats des dés, on les applique toujours dans un ordre spécifique. On commence toujours tout d'abord avec la griffe, ensuite les petits pas. Et si j'avais lancé une carte, comme ça, on l'aurait fait en dernier. La simple raison est que, effectivement, si je pioche la première carte de mon deck voyage et que c'est la carte que je cherche, avec cette carte, j'irai en chercher une autre. Donc c'est bien pour ça qu'effectivement, on fait les petits pas avant la carte pour s'assurer que on grandit nos chances de pouvoir trouver la bonne combinaison pardon, de sites. Mais donc je reviens effectivement à mon jet. Donc j'ai bien eu une griffe et 2 petits pas. Alors, pour vraiment indiquer ce qui se passe, je vais appliquer la griffe. Donc, je prends la griffe et je la mets devant, ici, sur la carte. Comme je n'en ai lancé qu'une, j'applique la première griffe ici sur ma destination. Je regarde, j'ai été retardé et je dois prendre un token justement de retardement. Je la place ici sur mon personnage et ça, c'est ce qu'on appelle une condition négative. Donc, je vous expliquerai effectivement ce qu'elle fait lorsque justement ça rentre en vigueur. Donc maintenant, nous avons effectivement utilisé la griffe. On va aller utiliser les petits pas. Donc, je prends les 2 premières cartes du deck voyage parce que j'en ai lancé une et deux.
Donc je vais prendre la première qui est une forêt et la deuxième qui est une montagne. Alors, si je les combine avec ma main de départ, je me retrouve avec une côte, une ruine, un marais et je viens d'y rajouter une forêt et une montagne. Mon problème par contre maintenant, si je regarde mon trajet, c'est que le premier site dont j'ai besoin est une plaine. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir poser de carte ce tour-ci tant que je n'ai pas une plaine pour démarrer. Donc, sans ça, on est un petit peu coincé jusqu'à maintenant. Surtout qu'en plus de ça, sachant qu'on peut poser jusqu'à 4 sites maximum par phase de voyage, ici, je vais être coincé dès mon premier tour. Ah ah. Mais bon, ce n'est pas trop grave parce que il y a des alternatives pour mieux nous préparer. Soit on peut jouer des cartes aventure ou des cartes compétences, dont mon tracker expert que je vous expliquerai tout à l'heure, soit on peut lever le camp. Quand on lève le camp, ça nous permet de mieux nous préparer pour le tour d'après. Nous avons ensuite 2 options. Soit on se repose, ce qui nous permet de récupérer un point de pouvoir et de soigner une blessure, au cas où. Bon, là, je n'en ai pas dans l'occurrence parce qu'on ne s'est pas battu. Mais effectivement, soit on peut aller en éclaireur et explorer les alentours à la recherche d'indices ou visiter un village local pour en tirer de l'information sur la région ou même sur la bête qu'on est en train de traquer. Ceci nous permet des options supplémentaires et donc, pour représenter ceci, on peut effectivement soit défausser 2 cartes du même site, si bien sûr j'en avais 2, soit 3 cartes de sites différentes. On peut les défausser pour aller chercher une carte de base dans le deck voyage. En revanche, si je m'amuse à faire ça avec la main que j'ai, je vais me retrouver avec plein de sites manquants pour après. Si je regarde ma main, on a la forêt qui représente la deuxième, la montagne la troisième et la ruine qui représente le quatrième site. Donc, si je m'amuse à défausser mes cartes pour trouver ma plaine, je risque de me retrouver vite sans site pour après. Je préfère utiliser une compétence qui va peut-être améliorer mes chances de progresser. Si je prends ma compétence Tracker Expert, je vois que je peux piocher une carte de voyage du dessus du deck, en espérant trouver la plaine dont j'ai besoin. Et je peux donc placer un site supplémentaire ce tour, me permettant donc de placer 5 sites au lieu de 4. Le coût pour jouer cette carte est de 2. Mais grâce à la capacité de Chandi, qui réduit le coût de toutes mes compétences de 1, je ne vais payer que un token pouvoir pour la jouer. Ensuite, je la retourne pour montrer que je l'ai utilisée. Puis je pioche la première carte du dessus du deck voyage pour voir ce que je prends. Je la retourne et oh là, quel coup de bol, je viens de sortir une plaine. Alors, donc là, ça, c'est pas mal du tout. Là, on voit que, on va pouvoir bien progresser parce que comme je vous le rappelle, on peut en poser 4. Je n'ai pas encore posé une, je n'ai pas levé le camp, donc ce qui veut dire que je peux placer des sites. À savoir que bien sûr, quand on lève le camp, on ne peut pas bien sûr se déplacer. C'est soit on se déplace, soit on lève le camp et ensuite on peut faire les actions du camp. Mais là, en l'occurrence, j'ai un gros coup de bol et effectivement, j'ai sorti ma plaine. Donc du coup, je vais commencer par poser ma plaine. Comme je vois là, mon deuxième site, c'est ensuite une forêt, tac, que je vais poser, une montagne, hop, et une ruine. Ça m'en fait 4. Si j'avais eu une forêt, j'aurais pu effectivement la poser aussi, puisque j'ai le droit, grâce à ma compétence, d'avoir une carte de plus à poser ce tour-ci. Mais ce n'est pas le cas, donc j'en pose 4 et mon tour de voyage s'arrête là. Voilà. Donc maintenant que c'est terminé, ça passe bien sûr au prochain joueur et lui, selon la phase dans laquelle il va lancer soit les dés de trajet, voyage, soit les dés de combat s'il est déjà en train d'affronter son monstre. Mais en l'occurrence, comme je suis en solo, je vais faire comme si j'étais tout seul, ce qui est le cas d'ailleurs. Alors voilà, maintenant que c'est terminé, je vais passer par la phase d'organisation. La phase d'organisation, c'est un petit peu un nettoyage de nos cartes. On récupère les pouvoirs qu'on a lancés et ensuite, on peut progresser vers la phase de rafraîchissement. Alors, la phase de rafraîchissement, qu'est-ce que c'est? Je vais récupérer un point de pouvoir jusqu'à mon maximum et je vais piocher une carte aventure.
Je viens de récupérer une carte voyageur. Défausser cette carte pour piocher 2 cartes aventure et elle me coûte 1. C'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop besoin, donc je vais la garder et je vais continuer mon voyage. Avant de lancer mes dés, je vais décider de utiliser une de mes compétences qui va peut-être me permettre, j'espère en tout cas, de finir mon trajet ce tour-ci. Si je prends ma compétence éclaireur, elle m'indique: avant de lancer vos dés de voyage, regardez les 3 premières cartes du dessus du voyage et placez-les au-dessus ou en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. C'est pas mal. Ça me coûte 1, mais comme la compétence de Chandy réduit les coûts, de mes compétences de 1, elle est pour moi gratuite. Donc je vais la retourner, tac, je l'utilise et je vais prendre les 3 premiers sites, hop, comme ça, du deck voyage, je les retourne. Je sais que j'ai besoin d'une forêt et d'une montagne. Bon, ben là, c'est top. Je viens de tirer un marais, une forêt et une montagne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la forêt tout d'abord par-dessus et ensuite je mets, hop, au-dessus du deck, comme indiqué, et ensuite je mets le marais en dessous du deck. Tac, comme ça, on est bien. Donc je sais maintenant que ma forêt et ma montagne sont là. Le problème, par contre, il vient du fait que j'ai été retardé. Ce token, je vais le défausser pour lancer un dé vert de moins. Parce que effectivement, comme j'ai été retardé, du coup, je vais progresser un peu plus lentement. J'espère par contre pouvoir avoir 2 petits pas pour pouvoir aller récupérer les 2 derniers qui me manquent pour justement compléter mon trajet et affronter mon monstre de tour d'après. Alors c'est parti, on va relancer les dés et on va voir ce que ça nous donne. Ouh! Bon, bah, voilà, j'ai eu 2 cartes. Donc les 2 cartes me permettraient d'aller carrément directement chercher dans le deck, voyage, les cartes que je veux. Donc potentiellement là, ma forêt et ma montagne. Bon, je sais qu'effectivement elles sont dessus et ensuite, quand on prend les cartes voyage pour aller chercher des sites dedans, on les mélange toujours après, comme ceci. Tac, tac, et on les repose dessus. En l'occurrence, là, je savais déjà que celles du dessus, c'était les bonnes, grâce à mon pouvoir d'éclaireur. Et donc, je vais pouvoir finir mon trajet ce tour-ci. Je pose ma forêt qui me manque, et ensuite je termine avec ma montagne. Voilà. Donc là, du coup, j'ai maintenant complété mon trajet. Je prends mes cartes du trajet et je les défausse. Voilà. C'est important aussi de toujours mettre la dernière carte de votre trajet sur le dessus de la défausse, pour la simple raison qu'il y a des cartes aventure ou des compétences qui vont permettre aux gens de venir récupérer, des cartes dans la défausse, soit de l'aventure, soit de voyage et si jamais un de vos adversaires ou même un de vos coéquipiers a vu une montagne qu'il a besoin, tac, il peut venir la récupérer. Donc c'est très important toujours de laisser dans cet ordre, dans la défausse. J'ai maintenant 2 cartes voyage qui me restent en main. À savoir qu'à la fin de chaque tour, on peut garder jusqu'à 3 cartes voyage. Moi, en l'occurrence, je peux en garder jusqu'à 4 parce que je suis justement un ranger. Je les garde parce que dans une partie normale, on va bien sûr progresser sur d'autres contrats et ça va me permettre justement, bah, d'observer les autres contrats déjà maintenant pour me dire: «Mmh, lesquels je vais m'orienter». Je sais que j'ai des marécages, j'ai un marais et puis une côte, ce qui me permettrait effectivement de m'orienter plus vers une destination avec des marais et des côtes. Donc je les garde, je le sais et je suis bon avec ça. Maintenant qu'on a terminé, on vient d'arriver à notre destination au portail de Kalashanti. On termine notre tour et on passe bien sûr par la phase d'organisation où on récupère nos pouvoirs et on passe les dés au prochain joueur. Voilà. C'est à moi à nouveau et donc je repasse par la phase de rafraîchissement. Donc je vais piocher une carte aventure et je vais récupérer un jeton pouvoir jusqu'à mon maximum. Donc là, je suis à 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, je suis à mon max. Je pose maintenant les cartes voyage de côté, car je vais engager le combat avec le monstre. Je vais maintenant regarder la carte du monstre d'un peu plus près. Je vais la prendre et ce sera l'opportunité parfaite pour vous la présenter. Toutes les cartes monstres ont plusieurs choses dessus. Mais commençons tout d'abord avec la réputation. Ce nombre indique le nombre de points de réputation que je vais gagner lorsque j'aurai terrassé ce monstre. Nous avons ensuite ses caractéristiques. Cette créature, potentiellement, a 3 en attaque, 4 en défense et 9 points de vitalité. Ces chiffres sont statiques
et ne peuvent être modifiées qu'à travers les compétences spéciales du monstre. En l'occurrence, ici, on peut voir que si on lance 2 griffes, on actionne la deuxième compétence spéciale de la bête, ce qui augmente son attaque de 2, la passant donc de 3 à 5. Ces chiffres peuvent aussi être modifiés par des règles spéciales de contrat ou dans des scénarios de campagne. Mais sinon, elles ne bougent pas et ça va vous permettre de mieux gérer votre combat, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ensuite, nous avons le nom de la bête. Et en dessous, un point très important qui est son type. C'est important car vous pouvez trouver des cartes aventure ou équipements qui vont vous donner des bonus contre ces types de monstres bien spécifiques. Donc, c'est pas mal de connaître ceci avant d'engager un combat, surtout si on a la carte qu'il faut pour nous aider à terrasser ce type de monstre-là. Ce type va aussi compter à la fin de la partie, car si on cumule des monstres du même type, on récupère aussi des points de réputation supplémentaires, par même type de monstre tué. Par exemple, imaginons que Chandi veuille se faire connaître dans le royaume en tant que tueuse de bêtes. Elle va probablement s'axer sur des contrats avec ce type de monstre pour pouvoir récupérer des points de réputation supplémentaires à la fin du jeu. Il faut savoir que plus on tue de bêtes du même type, plus on va récupérer de points de victoire supplémentaires à la fin. C'est aussi important de savoir qu'on ne gagne pas des points de réputation qu'en tuant des monstres. Il y a aussi les régions. Comme les monstres, on gagne des points en cumulant les contrats de la même région. Ou alors, on peut aussi récupérer des points de réputation avec des équipements légendaires ou même des destinations dangereuses, ou avec des quêtes annexes qu'on peut trouver dans le deck aventure. Donc tout ceci se calcule à la fin et celui bien sûr qui a le plus de points de réputation gagne la partie. Mais revenons plutôt donc au monstre. Nous avons ensuite les capacités spéciales du monstre qui s'activent comme pour les destinations avec des griffes. Donc plus on lance de griffes, plus ça fait mal. Ici, nous avons la récompense pour avoir tué le monstre, donc 2 pièces d'or là, et en dessous, le lore, tous ceux qui veulent la lire. Donc voilà, je vais la reposer et la combattre. Donc, je vais prendre mes 5 dés de combat et je vais les lancer jusqu'à 3 fois. Il faut savoir que dans Beast Slayers, le combat, il est simultané. Ce qui veut dire que sur les mêmes dés, je vais cumuler mon attaque et ma défense. Je vais toujours devoir comparer celle du monstre, que comme j'expliquais tout à l'heure, sont statiques. On va regarder un petit peu les dés d'attaque de plus près. Tout d'abord, nous avons les attaques. Donc, une épée comme ça va indiquer un point d'attaque. Nous avons les coups critiques. Les coups critiques vont pouvoir actionner des compétences spéciales, pouvoir actionner des cartes spéciales, mais surtout représentent 2 épées, donc 2 points d'attaque. Nous avons ensuite les boucliers. Un point de défense qui est bien sûr pour moi. Donc ça va me rajouter un point de défense à mon résultat de combat. Et ensuite, le dernier, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, les griffes du monstre. Ces griffes, elles, vont actionner justement les compétences spéciales du monstre. Lorsqu'on jette les dés de combat, on peut les jeter jusqu'à 3 fois. Par contre, lorsqu'on lance des griffes, elles sont verrouillées. Ce sont les seuls dés qu'on ne peut pas relancer. Elles peuvent être uniquement relancées à travers des cartes aventure ou à travers des compétences. Donc voilà, c'est effectivement comme ça qu'on lance les dés. Donc voilà. Alors, on est maintenant prêt à lancer les dés et voir ce qui se passe. Je vous expliquerai tout au long comment justement évolue le combat et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour justement tuer le monstre. Alors c'est parti. On prend les dés et on va les lancer. Et oh, j'ai un bon petit jet. Si je regarde là, je suis plutôt pas mal. Donc j'ai une griffe, j'ai 2 boucliers et j'ai en attaque. Alors, il faut savoir, bien sûr, que c'est un peu comme dans le voyage, on va actionner les dés de combat dans un ordre spécifique. On commence toujours avec les griffes du monstre, ensuite avec l'attaque du monstre et ensuite avec notre attaque. Même si tout est simultané, on actionne les dés dans cet ordre-là
juste pour l'organisation et pour la facilité. Mais effectivement, si je lui inflige des dégâts et si lui il m'inflige des dégâts, c'est juste bien sûr mis en simultané. C'est pas un problème, c'est juste pour l'organisation du combat. C'est maintenant qu'on va devoir regarder les armes qu'on utilise. Si je prends mon arc court, je vais le regarder un petit peu de plus près. Donc, effectivement, j'ai déjà expliqué le côté du haut, ce que ça fait avec justement les codes couleurs, le coup et puis aussi le niveau de l'arme. Mais maintenant, je vais regarder effectivement qu'est-ce qu'il fait comme effet. Si je lis, il me permet de défausser une griffe de mes. Donc, ce symbole-là représente les dés de combat. Donc, ce qui me permet de défausser une griffe de mes dés de combat à la fin. Donc pour l'instant, j'ai ce résultat-là. C'est bon à savoir parce que du coup, je sais que cette griffe-là, je vais pouvoir l'enlever après, à la fin. Mais pour l'instant, elle est là et elle est verrouillée. Je vais maintenant comparer déjà ce que j'ai après ce premier jet avec les capacités ou même avec les caractéristiques du monstre. Ici, je sais que le monstre, il a 3 en attaque. Moi, j'ai 2 boucliers. Donc si je calcule 3 moins 2, je me prends une blessure. Voilà. Moi, maintenant, je vais comparer mon attaque à sa défense. Pour l'instant, je suis à 2 plus 1, 3 contre sa défense de 4. Je ne lui fais rien. En l'occurrence, c'est maintenant que je vais regarder mon arc court avec ma spécialisation du ranger. Si je regarde le ranger, il est maître des armes à distance, ce qui me permet d'ajouter un, une épée à mes dés de combat avec toutes les armes à distance équipées. Je vais donc prendre un token ou un jeton de plus 1 et je vais le mettre sur l'arc. Ça veut dire que grâce à ma spécialisation, cette arme gagne non seulement la compétence sur la carte, mais aussi un plus 1. Si je rajoute ça à mes dés, je suis malheureusement toujours pas bon pour pouvoir infliger des dégâts au monstre. Je suis à 2, 3 et 1, 4 contre 4, ça lui fait rien. Il va bien sûr falloir que j'ai 5 épées pour lui infliger au moins un point de vie. Donc, maintenant, comme j'ai effectué que mon premier jet, j'ai encore le droit de jeter les dés 2 fois. Je regarde un petit peu dans quelle situation je suis. Je suis pour l'instant toute neuve et je n'ai pas pris de blessure. J'ai 8 points de vie et j'ai vraiment envie de lui infliger des dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes attaques et je vais relancer ma défense. C'est parti. Je sais qu'il fait 3 en attaque, au pire il me met 3 dans ma tronche, et ben c'est comme ça, je reviendrai de plus fort après. Mais selon les dés que je peux lancer ici, je peux aussi lui faire très mal. Donc c'est parti. Je relance. Bon, j'ai récupéré 2 boucliers, donc je suis un peu dans la même situation que tout à l'heure. C'est mon deuxième jet, j'ai encore le droit à un troisième jet. Allez, je veux des épées. Épée, 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 épée. Oh oui, voilà, très bien. Alors, là, je vais pouvoir même faire un petit coup de maître. Pourquoi? Parce que si je calcule maintenant le résultat de combat, je vais appliquer, comme on l'a dit tout d'abord, les griffes, la défense et mon attaque. Donc, comme j'ai lancé la troisième fois, je ne peux plus lancer les dés. Les seules choses maintenant qui peuvent influer sur le résultat de combat vont être mes cartes de aventure, mes cartes compétences ou même voilà, des objets qui pourront me permettre de relancer des dés comme tout à fait, bah, celui-là, je le défausse avec l'arc. Donc, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Je sais que j'ai une carte ici, en pleine tête, qui va me permettre de lui faire un coup de maître. Donc même si je sais que je n'ai pas de défense, on va justement appliquer tout d'abord le combat dans l'ordre. Je vais utiliser mon arc pour effectivement défausser la griffe. Donc je l'enlève. Je n'ai pas de défense, je n'ai pas de bouclier, ni sur mon équipement, ni dans mes dés. Donc, je prends 3 moins, donc 3 moins 0, ça fait 3. Je vais me prendre une belle claque avec des griffes et ça fait mal. Je me prends 3 dégâts. Boum. À moi maintenant. Je regarde ici et je vois que je suis à 2, 3, 4, 5 et plus 1, 6. Donc ça voudrait dire que je suis à 6 moins 4, je lui mettrai 2 dégâts. Voilà. Mais en l'occurrence, je vais utiliser une de mes compétences pour lui faire très mal. Si je prends ma compétence en pleine tête, je lis que si vous lancez au moins 3 épées sur vos dés blancs, changez-les tous en coups critiques.
Ça me coûte 4, mais avec Chandy, ça me coûte que 3. Donc du coup, je prends 3, hop, jetons de pouvoir, je les défausse, je retourne ma carte et je transforme effectivement tous mes épées sur mes dés blancs en coups critiques. Et là, ça va faire mal. Bim! Voilà. Maintenant qu'on a tout joué, je peux aussi effectivement jouer des cartes ici, mais du coup, je vais potentiellement peut-être les garder pour tout à l'heure. Alors voilà. Donc du coup, où en sommes-nous? On compte 2, 4, 6, 8 plus 1, ça fait 9. 9 moins 4, on lui inflige 5 points de dégâts. Et donc là, effectivement, je lui mets un gros 5 dans sa tête et là, je suis plutôt satisfait de ce coup. Donc il a été extrêmement, offensif ce tour-là. J'ai quand même pris 3 points de vie dans la tête et je lui en ai mis 5. Je m'en sors plutôt pas mal, à savoir qu'il lui reste plus que 4 points de vie, mais moi, il m'en reste encore 5. On est pas mal. Donc voilà. Maintenant que nous avons terminé les lancements de dés, on passe au prochain joueur, ou alors, en l'occurrence, comme je suis tout seul, je vais passer à ma phase d'organisation. Arrivé à la phase d'organisation, je retourne ma carte, tac, et ensuite j'ai rien d'autre à faire, donc je passe à la phase de rafraîchissement. Rafraîchissement, je récupère un token de pouvoir et je prends une carte aventure du haut du deck. Et là, j'ai une contre-attaque. Cool. Une carte offensive que je vais potentiellement pouvoir utiliser aussi. Donc voilà, je remets mon petit pion là-dessus, et c'est reparti pour tour 2 du combat. Je reprends mes dés et on repart à l'attaque. Allez, est-ce qu'on va arriver à le finir ce tour-ci? Je lance les dés et oui, je suis pas mal du tout. Alors, il faut quand même maintenant je l'ai bien fait mal le tour d'avant. Faut pas que j'oublie que Chandy, elle a pas beaucoup de points de vie. Je suis déjà à donc j'ai 7 points de vie, donc plus 1 grâce à mon armure dans lanière de cuir, je suis à 8, moins 3, il me reste 5 points de vie. Faut pas trop que je joue au fou, on va dire, avec ce loup redoutable. Donc là, je me dis pour l'instant, moi je lui fais pas encore trop de dégâts, mais j'ai pas envie encore d'en prendre trop dans ma poire. Donc je vais regarder un petit peu justement, donc effectivement, je peux encore lui mettre justement une en pleine tête, parce que justement j'ai encore les 3 épées, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, mais je vais aussi me protéger complètement. Donc si je regarde mes cartes aventure, ici, tac, je vois que j'ai une parade. Donc je vais payer un jeton de pouvoir pour la jouer. Ça va me rajouter un bouclier à mon résultat de combat. Donc je la mets là pour l'instant. Là, je vous explique tout de suite, effectivement, j'utilise mes cartes pour la simple raison que je ne vais pas relancer mes dés. Je ne vais pas prendre le risque, effectivement, de me prendre des dégâts avec des griffes ou même juste perdre justement l'avantage que j'ai. Surtout que je sais que je vais le tuer. Donc, du coup, je veux me la jouer safe, ou plutôt sûr, et donc je paye juste tout simplement ça pour avoir mes 3 boucliers. Donc, maintenant, c'est parti. On va calculer ma défense. Donc, il est à 3 en attaque contre mes 1, 2, 3. Il ne me fait aucun dégât. Donc, je peux prendre cette carte, hop, et je la défausse. Ça, c'est réglé. Et maintenant, je vois, on va recalculer mon attaque. Donc, je reprends effectivement mon en pleine tête. Je paye mes 3 tokens. Donc, ça, c'est un 5 moins 3, ça m'en donne 2. Il me reste 3 points d'énergie, comme ça, et je les transforme tous en coups critiques. Tac, oups, tac et tac. Voilà. Je la retourne et maintenant je calcule mon attaque. Je suis à 2, 4, 6 plus 1, 7, moins 4. Ah, 7 moins 4, ça fait 3. Il me manque un point de vie pour le tuer. Alors, est-ce que j'ai quelque chose dans ma botte qui va me permettre de le tuer? Et oui, effectivement, j'ai. Donc, là, ça y est, je vais non seulement lui faire un coup en pleine tête, mais je vais aussi jouer ma carte coup dévastateur. Je joue cette carte uniquement si vous avez au moins un coup critique sur vos dés de combat, ce qui est le cas parce que j'en ai 3. Défaussez cette carte pour ajouter une épée à votre résultat de combat pour chaque coup critique. Donc je rajoute encore plus 3 grâce à cette carte que je paye 2. Il me reste un point de pouvoir et donc du coup je suis à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, moins 4, je lui mets 6. Donc effectivement, je lui rajoute un petit 5 et un 1 pour 6. Et là, si je calcule, il est à 11 points de vie contre ses 9. Je l'ai tué.
Donc, c'était un bon tour de combat. Maintenant qu'il est mort, on va devoir passer à la suite. Donc déjà, je suis plutôt content. Je vais pouvoir lui couper la tête et le ramener au village pour montrer à tout le monde que, je suis pas si mauvaise que ça en tant que tueuse de bêtes. Alors, voilà, maintenant qu'il est mort, on va devoir passer une bonne soirée à la taverne. À savoir que il peut aussi arriver que le monstre nous terrasse avant. Dans ce cas-là, il faut savoir que les héros ne meurent jamais. Les héros, dans les Beast Slayers, ils sont surpuissants, ils sont balèzes, ils sont là pour tuer des monstres. Ils sont pas là pour mourir. Bon, ils peuvent prendre des corrections, justement, mais ils peuvent pas mourir. Il y a que dans, justement, la campagne, où les héros peuvent mourir. Donc en fait, ils sont pas si forts que ça dans la campagne, hein. C'est là, on va voir, on débute dans les campagnes, on débute relativement assez faible et on devient une légende. Là, en l'occurrence, quand on fait des parties comme ça en solo, coop ou en versus, on est relativement déjà assez balèze, hein, donc voilà. Donc on ne meurt pas. Ça veut dire que si la bête nous tue, on défausse tout notre contrat, on repart en ville, on perd un tour pour justement se remettre sur pattes et ensuite on repart en reprenant un autre contrat, un autre monstre, une autre destination et on y retourne. Il peut y arriver par contre aussi que les 2 s'entretuent. Comme j'ai expliqué, bien sûr, Beast Slayer, c'est le combat, il est simultané. Ce qui veut dire que le monstre peut me infliger autant de dégâts que moi je lui inflige pour qu'on soit tous les 2 KO. Quand ça arrive, vous gagnez quand même le contrat. Ce qui veut dire que vous récupérez quand même les réputations, les récompenses et vous êtes bien. La seule différence, c'est que vous allez devoir passer une mauvaise nuit à la taverne pour justement récupérer un peu des blessures que vous avez encaissées. Donc c'est un petit peu la même chose que si vous aviez été mortellement blessé. Vous perdez le prochain tour dans le village pour vous soigner. Mais là, en l'occurrence, je suis victorieux, la tête de la bête dans la main, et je rentre au village pour la montrer aux villageois. Et tout le monde est super content de voir que la créature est morte. Donc là, je vais passer une très bonne nuit à la taverne. Donc pour ça, je vais récupérer un mélange de 5 points de vie et ou de points de pouvoir. Donc j'ai envie de me débarrasser de mes 3 dégâts, donc j'enlève mes 3 dégâts, et comme j'avais jusqu'à 5, je vais récupérer 2 points de pouvoir. Donc les 3 points de dégâts que je me soigne, et je récupère 2 points de pouvoir. J'ai passé une bonne nuit à la taverne, j'ai bien mangé, j'ai bien bu et j'ai bien dormi. Le lendemain matin, je me réveille, je vais voir le maire du village et lui, il est là pour me dire: «Oh! Voici votre récompense». Donc, je récupère déjà les 2 points de réputation pour avoir tué le monstre et ensuite je récupère 2 pièces d'or pour avoir tué la bête. Merci monsieur. Et je récupère ici, par rapport au contrat, la récompense qui est une carte équipement. Donc je vais prendre les cartes équipement. Donc déjà, voilà, je vais aussi mettre tout ça dans ma zone de trophée, tac, que je mets à côté. Hop, ici, je mets à côté de moi. Ça, c'est ma zone de trophée. Donc c'est juste pour me remontrer un petit peu ce que j'ai gagné après avoir tué justement les monstres. Et ensuite, je vais aller placer le marché. Donc là, j'ai gagné effectivement une carte équipement de par justement le contrat en tant que récompense. Donc je la retourne, je la prends. Oh, cool. Je viens de gagner un casque en cuir renforcé. Donc je regarde la couleur effectivement de ce casque, il est vert. Donc moi, je ne peux pas porter des armures rouges, donc techniquement, je peux la mettre. Merci au forgeron du village ou merci au marchand du village pour m'avoir offert ce casque en récompense. Mais moi, j'ai pas fini, j'ai envie d'aller encore au marché pour voir ce que je peux trouver. Donc, lorsqu'on prépare le marché, le premier joueur à avoir tué le monstre va mettre en place le marché. Donc, le marché, c'est le nombre de joueurs plus 4 cartes. Donc, comme je suis tout seul, je vais en mettre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas mal. On voit, il y a un petit code couleur, effectivement, ici, tout en haut sur chaque carte. Les cartes vertes, on peut les utiliser à partir du moment où on a tué un monstre. Les cartes bleues et magiques violettes, on peut les utiliser à partir du moment où on tue 2 monstres. Et les cartes rouges, qui sont plus puissantes, on peut les utiliser à partir du moment où on en tue 3. Donc là, en l'occurrence, j'ai tué un monstre, donc je peux effectivement prendre maintenant des cartes vertes, comme ceci. Alors, j'ai que 2 pièces d'or par contre. Donc je regarde un petit peu, je pourrais effectivement me payer un casque en cuir à 2 pièces d'or, mais il y a ce pantalon en cuir là qui m'intéresse. À savoir que aussi, au début du tour de marché, chaque joueur a le droit effectivement de prendre une carte au choix dans le marché, de la défausser et de la remplacer.
S'il y a un objet qui l'intéresse pas, il peut peut-être tenter sa chance avec un autre. En l'occurrence, là, ben, là, j'ai pris un objet que je peux pas encore utiliser parce que c'est une dague dentelée, mais elle me donne bien envie celle-là. Mais déjà, je pourrais déjà pas me la payer et en plus de ça, elle est trop puissante pour que je puisse l'utiliser. Donc là, je regarde quand même ces petits pantalons en cuir renforcé qui m'intéressent. Si je prends effectivement mon armure à moi, elle m'augmente mes points de vie de base de plus 1, mais ces pantalons en cuir renforcé, elles m'annulent la première blessure que je prends chaque tour. Mhm, bien mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon armure en lanière de cuir. Je regarde, elle me coûte 2. Je vais la revendre pour moitié prix, donc pour une pièce d'or. Tac, et je la défausse. Et maintenant, je regarde, avec mes 3 pièces d'or, je me saigne et je peux récupérer mon pantalon en cuir renforcé. Voilà. Dès que le tour de marché est terminé, ensuite, on peut tranquillement aller se récupérer un autre contrat et repartir à la chasse pour tuer de nouveaux monstres. Le premier qui arrive à terminer soit 3 ou 5 contrats arrête le jeu et ensuite on compte les points pour voir qui gagne. Ça, ce sont les versions classiques. Mais Beast Slayers offre aussi d'autres variantes qui vous permettront de changer un petit peu les règles et aussi de découvrir de nouvelles façons de jouer. À savoir que lorsque vous allez jouer en coop ou en solo, vous allez jouer contre des chasseurs qui seront gérés par le jeu lui-même. Et là, le but du jeu sera effectivement, après soit 3 ou 5 contrats, d'avoir plus de points de réputation que eux pour gagner la partie. Mais voilà, techniquement, j'ai maintenant fini l'initiation et cette démo pour Beast Slayers. Donc on a tué notre premier monstre, ensuite je repars chercher un contrat, une destination et un monstre, et on retourne dans Ain pour chasser, pour tuer et pour revenir victorieux. Donc voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, ben, justement le jeu vous donne envie, et puis, ben, je vous remercie de d'avoir suivi ce playthrough et j'espère vous dire à bientôt. Merci beaucoup et au revoir.